création, concentration en études féministes. Son mémoire traite de l'écriture de la dissociation traumatique et est dirigée par Martine Delvaux. À l'automne, elle publiera un texte de création dans la revue Féminitude, Marge et Intersection. Elle a étudié les études théâtrales en France et a été assistante à la dramaturgie de Gisèle Vienne. À l'UQAM, elle est membre de la chaire de recherche du Canada sur l'injustice et l'agentivité épistémique, membre du comité EDI pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, auxiliaire de recherche à Figura et mentor pour l'AXL. Elle nous présente une communication qui s'intitule « Le monologue intérieur après le traumatisme, écriture de soi dissocié ». Donc je vais vous parler aujourd'hui de la fissure du monologue dans le cadre de la dissociation traumatique. Il me semble que dans le cadre du traumatisme, il y aurait comme une sorte de rupture au sein de l'identité qui viendrait comme fragmenter l'individu, et ce qui, à mon sens, vient bouleverser le monologue intérieur par un régime de double présence au sein d'une seule parole. Il y aurait comme une voix qui resterait d'abord figée dans l'événement, qui se superposerait au temps du présent et qui viendrait donc entraver le monologue puisqu'il est comme deux soi, l'un dans l'événement, l'un dans le présent du récit. Et donc, une dissociation. Une dissociation traumatique, ça crée comme une scission entre soi et soi-même et une tension puisque je, finalement, est un autre. Marie-Pierre Lafontaine nous dit dans Mais la rage qu'il y avait une étrangère en elle. Cette étrangère est en soi, il me semble important de revenir sur la définition à la fois de je et à la fois de l'autre. Le je, donc, c'est celui qui parle, mais c'est aussi présupposément un sujet unique et immuable, tandis que l'autre distingue, différencie et indique l'opposition. On sent bien la tension qui est ici, comment je fais pour discuter avec cet autre, si cet autre c'est moi-même. Donc il y a déjà une sorte d'embûche impossible dès le départ. Pourtant, Derrida nous donne un petit coup de main en nous disant qu'il y aurait d'emblée une altérité à soi-même et que la voix n'est pas unifiée par la naissance, mais désincarnée, et qu'il y aurait donc un dialogue possible même dans la parole intérieure. Marie-Chantal Killing, qui a travaillé sur Derrida, nous dit que le soliloque, même parfaitement silencieux, n'est jamais exempt de signes d'autrui et que le je ne se renferme pas hermétiquement sur lui-même. Le rapport à soi passe donc nécessairement par une altérité. Le traumatisme, lui, crée une fragmentation du soi, comme je vous l'ai dit précédemment. Fragmentation, donc, comme le dit Sonia Sophie Coudreau dans sa thèse de recherche-création, qui fait qu'on devient comme étranger à son propre corps, hein, ça revient avec ce que disait Marie-Pierre Lafontaine précédemment, et donc que la relation à soi est altérée. Et moi, il me semble que du coup, avec la dissociation traumatique, on a comme une sorte de quintessence de la désincarnation telle que pensée par Derrida. Mon sujet de recherche-création, c'est celui-ci, c'est en quoi l'interaction de soi à soi se voit poussée à son paroxysme dans la fissure de l'espace mémoriel causé par l'événement traumatique. On va d'abord parler un petit peu de la notion d'événement, parce qu'elle me semble assez fondamentale ici. Ensuite, on verra comment le monologue peut ou ne peut pas répondre aux impératifs de la dissociation traumatique. Et enfin, on verra comment la ventriloquie peut être une posture intéressante pour traiter de l'écriture de la dissociation. Le chercheur Jacques Press, qui est un chercheur en psychanalyse, nous dit à propos du traumatisme qu'il s'est déroulé uniquement sur le plan perceptif et n'a pas pu être représenté. C'est un espace donc, de non-inscription dans le psychisme. Derrida lui nous dit que l'événement se place plutôt dans le domaine de l'indicible, et un autre chercheur qui s'appelle Claude Romano, qui est un phénoménologue, nous dit que l'événement est en dehors de l'intratemporalité, qui assimile le temps à ce qui advient, ce qui se passe, et donc c'est un hors-temps, par quoi l'événement, sans trêve ni faiblesse, constamment naît à lui-même. Et je pense à Marie-Pierre Lafontaine, encore une fois, qui nous dit qu'elle se retrouvait dans la maison familiale, encore une fois prisonnière, et donc le temps de l'événement semble se superposer sur le temps du récit présent. Donc j'ai fait un petit schéma. On va dire que les deux lignes que vous voyez là, les deux lignes noires, avant partaient du même point, du temps présent, et qu'ensuite, il y a comme une superposition des temps. Le temps présent pourrait être même juste le temps chronologique qui se déroule, avec l'événement qui, au lieu d'être juste un moment donné, puis s'inscrivant dans le passé, se superpose au présent. Et donc le sujet se retrouve à la fois dans son temps présent et dans son temps événementiel. Et c'est ce dédoublement-là qui m'intéresse et qui va m'amener plus tard à la ventriloquie. Mais dans un premier temps, on peut se dire que le sujet
semblerait unifié, ou en tout cas on peut avoir l'ambition de le penser, puisque ma grande barre orange au sujet laisse penser qu'il n'y aurait qu'une seule personne. On va voir que c'est pas si évident que ça. Et donc, la mémoire et la fissure du monologue, encore une fois Marie-Pierre de La Fontaine, nous dit que l'événement n'a pas de site narratif où se loger, ça revient avec ce que je vous disais par rapport aux perceptions. La mémoire est donc défaillante, morcelée, et qu'il y a donc une naissance d'une altérité qui me semble être un interlocuteur possible. Sonia Sophie Coudreau nous dit qu'il y aurait, comme dans l'écriture, une tentative de réconciliation de deux voix qu'elle aurait en elle, entre d'une part celle qui aurait subi l'abus, et d'autre part celle qui en aurait été témoin. Et elle se demande comment le je pourrait-il endosser le rôle de narratrice homodiégétique alors qu'elle est elle-même appelée à se dissocier de sa propre expérience. Donc si on redéfinit ce que c'est que le monologue très rapidement, à la fois dans les notions théâtrales et plutôt au niveau de la narration, à chaque fois, ce que ça nous propose, c'est que c'est un personnage qui est seul en scène, seul avec lui-même, seul dans sa pensée. Il me semble que là déjà on voit la limite par rapport à la dissociation, puisqu'on n'est pas complètement seul, on est avec soi-même. Donc il y a comme une rupture de la structure monologuée par les différentes voix qui habitent le sujet. Édouard Desjardins théorise le monologue comme étant un flux de conscience, quelque chose d'ininterrompu. Et il me semble que le flux de conscience est donc ici coupé par cet autre qui est soi. Et donc ce qui nous crée une structure dialogique. La structure dialogique, ça permet l'installation de soi comme interlocuteur. Par exemple, ce qu'on peut voir chez Nathalie Sarraute dans Enfance, où il y a des échanges avec des tirets qui indiquent la parole. Et cette altérisation du monologue pourrait fonctionner notamment par le phénomène de la répétition que théorise Marie-Laure Bardèche, et qui nous dit que ce qui revient dans la répétition, c'est précisément son défaut. L'origine y est exhibée comme un manque, et que le propre même de la répétition, c'est d'être toujours manqué. Et que la reprise de l'identique ou du semblable n'opère pas réellement, puisqu'en fait, elle simule simplement le retour. Ce manque d'origine est le fondement de ce que j'envisage comme une posture dédoublée de l'instance narrative, où l'autre vient faire écho à la parole, devenant comme une surprésentation du même. Ça, c'est Marie-Laure Acquière dans la littérature de l'événement qui nous le dit, qui déforme donc à jamais le réel de l'événement, qui ne pourra donc jamais être retrouvé. Donc la voix en écho est ce qui prolonge la voix, en montrant de celle-ci l'évanescence et la fragilité. Dans la répétition, il y a donc un effritement à la fois de l'événement, un effritement de l'origine de la voix, donc savoir qui parle finalement, et donc un effritement de la présence du sujet primaire qui se confond avec le sujet second. Cette confusion, moi, elle m'amène à penser à la ventriloquie comme solution possible, puisqu'on est dans une posture à la fois solitaire mais divisée, dissociée, et donc la ventriloquie peut me permettre de rendre compte de temporalité de deux voix qui coexistent. La ventriloquie comme expérience de la dissociation. Katie Kairos, qui est une chercheuse en littérature de trauma, nous dit que l'événement traumatique, nous possède. Et c'est cette possession-là de différentes voix dans un même corps qui me semble être à l'œuvre dans la ventriloquie, ne serait-ce que physiquement, puisqu'on a la main du marionnettiste dans la marionnette, un deuxième corps à l'intérieur du corps. Bernard Vouillot, qui est un chercheur en études théâtrales et qui a beaucoup travaillé sur le théâtre de Gisèle Vienne, définit la ventriloquie comme étant une parole dont la source est illocalisable, et je cite, « se trouve de la sorte interrogé le lien préjugé naturel entre le corps et la voix, une voix à plus d'un mètre, moi j'ajoute qu'un mètre a plus d'une voix. Ainsi, même la voix, cette voix dont le grain passe pour signer l'identité du sujet locuteur, peut être masquée. » Donc on va prendre l'exemple du spectacle de Jerk de Gisèle Vienne, qui est une pièce marionnettique à propos d'un traumatisme raconté par le marionnettiste, et qui petit à petit devient une reviviscence traumatique. C'est un seul en scène. Au départ, l'artifice est très à vue, c'est-à-dire que le ventriloque ne ventriloque pas. Au départ, on voit vraiment le mouvement labial à l'œuvre, on voit qu'il fait agir les personnages, et le spectacle commence par une présentation des différents personnages qu'il va animer. Donc il dit, par exemple, voilà Dean, il parle comme ça, voilà ici Wayne, il parle comme ça, et ensuite il y a un basculement qui s'opère, puisqu'il prend une marionnette à son effigie, c'est celle-ci, donc elle ne lui ressemble pas physiquement, mais elle dit, et la marionnette qui me représente, eh bien, c'est moi. Salut, je suis la marionnette de David, vous comprenez? Et en fait, c'est la seule marionnette qui parle au jeu dans le spectacle. Il y a donc une prise de pouvoir dès la scène d'exposition. La marionnette donc prend le pas sur la présentation hors jeu de l'acteur manipulateur. Et ça nous crée donc une confusion puisqu'il y a un double régime de présence du vivant et du mort, de l'animé et de l'inanimé. Il y a donc deux temporalités, l'un qui est dans le récit de l'événement qu'en fait le manipulateur et l'autre qui est donc au présent de la représentation.
Un moi qui est déjà plus tout à fait moi et qui est brouillé avant même le récit. On repense au schéma de tout à l'heure avec le grand sujet orange au milieu, on a la superposition de ces deux points de sujet. Et donc le personnage de David, qui est à la fois incarné par le manipulateur et par la marionnette, se dédouble, et le temps du récit et le temps de la réviviscence donc se superposent. Julie Sermon, qui est une chercheuse en études théâtrales aussi, nous dit que plus on avance, plus il devient difficile pour le spectateur de décider si le marionnettiste est acteur ou personnage, manipulateur ou manipulé. Et cette indétermination va de pair avec l'implication croissante du personnage de David dans la fiction. En fait, si au début on voit complètement le mouvement labial opérer, petit à petit il fait œuvre de ventriloquie, mais les marionnettes disparaissent, il ingère les voix et son corps devient lui-même une marionnette. Et là il fait vraiment une présentation assez brillante de ce que c'est que la ventriloquie. Donc on voit qu'il n'y a finalement plus de référent principal, parce que l'interprète n'utilise plus de marionnette à la fin. Donc il y a, à mon sens, un renversement du rapport de force, puisque le personnage de David est finalement hanté par les voix de son histoire, incapable de se défaire des souvenirs qui peuplent son fort intérieur et qu'il échoue à contenir. Et Gisèle Vienne elle-même dit qu'elle ne veut aucune distance ni distinction entre le marionnettiste et ses marionnettes. Elle dit souvent qu'elle veut redonner du pouvoir à Galatée, et que c'est seulement l'étrangeté de la voix intérieure qui habite l'acteur qui l'intéresse. Et donc ne pas distinguer les personnages, mais les avoir en soi, ingérés dans le monologue, qui du coup n'en est plus tout à fait un schéma. Il me semble qu'il y a une double possession entre le sujet qui ventriloque et le sujet dans le traumatisme, donc le sujet pantin, avec pas de relation dominante, vraiment, le manipulateur est lui-même manipulé. Si on prend le schéma ici en haut à gauche, on commence le spectacle avec une marionnette. L'altérité est donc externalisée, on la voit, c'est visible. Le ventriloque est dans sa position un peu démiurgique, il manipule et il vient donner une voix au pantin articulé. Seulement dans ce spectacle, et à mon sens dans les écritures du traumatisme et dans l'expérience de la dissociation, il y a une superposition de cette mémoire traumatique, ou en tout cas de l'événement sur le temps présent par l'expérience de la voix traumatique. Et le pantin devient donc dominant. Il vient donc contaminer le ventriloque qui est à son tour manipulé. Et là on arrive donc à la fin du spectacle où il n'y a plus de marionnette et où l'altérité est dans le corps, internalisée. Ce qui nous fait donc une origine incertaine. Et comme vous le direz, Robert, ici présent, ce schéma est incroyable puisqu'il se lit dans tous les sens. Donc la ventriloquie nous fait sentir d'abord visuellement, puis auditivement les voix multiples qui habitent le corps du trauma. On pourrait se dire aussi comment dans l'écriture je peux traduire le fait d'avoir différentes voix, si je ne les entends pas, est-ce qu'on a vraiment besoin de voir la différence des différentes voix à l'écrit, est-ce que je passe par l'italique, est-ce que je passe par une graphie différente, comment je traduis ça? Je n'ai pas de réponse à cette question. Donc pour conclure, il me semble que le système de la ventriloquie, donc à la fois le ventriloque et son pantin, est un outil de création efficace pour traiter de l'enchâssement des voix dans les littératures du traumatisme, la superposition des temps et des corps, et donc de la dissociation, grâce à la résurrection du corps inanimé. J'utilise le mot résurrection puisque, en fait, dans le spectacle de Gisèle Vienne, les marionnettes ont des allures cadavériques. Elles sont vraiment volontairement déjà inanimées, mais c'est poussé au paroxysme puisqu'elles sont presque déjà mortes, en fait. Donc d'un corps pantin, d'un corps qui, malgré sa temporalité divergente, s'impose au présent par-dessus les voix d'un narrateur qui est donc submergé et qui réinjecte au présent ce qui résiderait dans le passé. Ces voix forment donc un duo paradoxal, distinct et similaire, dissocié depuis une origine commune et présent dans l'écriture par exemple la répétition, l'interruption du subconscient sur lui-même. Et donc dans la dissociation et la ventriloquie, il me semble qu'il n'y a pas de voix A, de voix B, de sujet 1 ou de sujet 2, mais bien à la fin deux sujets A en superposition dans l'espace et le temps, en dialogue et peut-être même, surtout, en combat. Puisque la ventriloquie serait donc une stratégie de la narration et de la représentation pour incarner le traumatisme. On pourrait se dire donc que cette stratégie, on l'entend comme étant une bataille à mener, un combat face à l'altérité. L'autre traumatique est certes une altérité à réconcilier avec soi, on l'a vu avec Sonia-Sophie Coudreau, mais c'est aussi une altérité que l'écriture cherche à abattre en imposant du langage au mutisme. On viendrait annexer cet autre qui est soi à soi-même, et donc se faire violence à soi-même peut-être, dans son propre régime de parole. Il y aurait une domination violente du sujet sur un autre, donc sur soi-même, et donc pas d'écoute finalement. Le système de la ventriloquie, pour moi, est une figure du combat du dialogue internalisé. Et si je complète la première citation de Marie-Pierre Lafontaine, « Il y avait une étrangère en moi »,
mais qui souhaitait ma fin et je devais lutter contre elle. Le langage veut conjurer le danger et donc le mutisme. Mais est-ce que c'est vraiment entendre la voix dissociée en tant que telle? Est-ce que c'est pas plutôt coloniser cette voix et ne pas écouter son langage étant le mutisme? On peut penser à la locution latine, traduire c'est trahir. L'interaction, à mon sens, sera toujours virtuelle et imposée. Il y a une limite fictionnelle à la convocation de cette altérité qui serait donc toujours truquée, recomposée, dans un espace auquel nous n'aurons finalement jamais accès pleinement. Schiller écrit que ce mutisme est sa damnation et donc même par ce geste d'écriture, il n'arrive pas à dépasser cette condition muette. Et donc ma grande question d'ouverture, ce serait: faut-il entendre une voix pour y donner la parole?